tu m'aimais et je t'aimais. Pensadores, filósofo, sociólogo, antropólogo, 98 anos. E continua a dar entrevistas e a fazer conferências. Quelles sont vos motivations, Edgar Morin? La continuation de ce qui a été ma vie, de ce qui m'a passionné, de ce que j'ai aimé, de ce qui m'a révolté. Voilà, je continue, et sans qu'il y ait de changement notable, sinon effectivement une fatigabilité beaucoup plus grande. Vous avez dit révolté. Qu'est-ce qui vous révolte aujourd'hui? Ben, vous savez, ce qui me révolte, ce sont les barbaries qui déferlent de plus en plus dans notre époque. Moi, je vois d'abord une barbarie qui est celle de l'histoire humaine, avec les dominations, les conquêtes, les agressions, les haines, les mépris, la torture, enfin, la guerre. Et cette barbarie, elle recommence dans le monde. Il y a des foyers de guerre, il y a des foyers d'action violente qu'on appelle terrorisme, mais il n'y a pas seulement sous cette forme extrême, il y a sous une forme psychologique qui se manifeste même dans nos pays européens, avec la peur de l'étranger, la peur de l'immigrant, le bouc émissaire, la croyance que l'autre est dangereux, l'arabe, le juif. Donc, si vous voulez, cette barbarie s'infiltre en Europe, bien qu'on ait cru s'en être débarrassé. Et il y a une autre barbarie, qui est une barbarie froide, glacée, celle du calcul parce qu'aujourd'hui, la politique est réduite à l'économie, l'économie au calcul, alors au calcul tout, on ne voit plus les personnes, on voit le PIB, on voit la croissance, on voit les sondages d'opinion, et le calcul est incapable de voir l'humanité, la passion, l'amour, la tristesse, la peur. Et en plus, de plus en plus, vous avez la domination d'un profit illimité, autant le profit est normal, si vous voulez, dans le commerce, dans les actions économiques, autant son déchaînement incontrôlé est quelque chose de terrible, parce que c'est un pouvoir qui s'étend aujourd'hui aussi sur la politique. Donc vous avez donc deux barbaries qui souvent sont associées, et c'est ça qui nécessite au moins une résistance. Et comment ça se fait? Comment on doit faire cette résistance? Il y a une façon de résister, d'abord psychologiquement et mentalement, c'est de refuser soi-même d'entrer dans l'hystérie des mépris, des peurs, des angoisses qui provoquent tous ces phénomènes négatifs. C'est d'essayer de rester lucide, d'abord, et en même temps que lucide, d'être ouvert et bienveillant. Dans un monde bureaucratisé et technocratisé, on est purement et simplement des choses, on ne se dit même pas bonjour, ça veut dire bonjour, ça veut dire tu existes, toi, ça veut dire résister, même dans sa sphère à soi, c'est continuer à avoir un peu de cordialité, de convivialité, de respect de l'autre. Ça, c'est une forme première de résistance. La deuxième aussi forme de résistance, c'est de maintenir dans son esprit qu'à travers sa diversité, l'espèce humaine a une unité profonde. Aussi, le fait qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, toute l'humanité a un destin commun, les mêmes dangers, les mêmes périls, les mêmes angoisses. C'est la planète dans son ensemble qui est menacée avec la dégradation écologique. Et ce n'est pas seulement le monde extérieur, c'est du coup notre monde à nous, à l'intérieur de nos sociétés, qui sont polluées dans les villes, dans les campagnes, qui sont soumises aujourd'hui, où les terres sont complètement ravagées par l'agriculture industrielle,
par les énergies sales, etc. Donc, si vous voulez, nous avons à résister dans tous ces domaines-là, ne serait-ce que dans la consommation. Si vous continuez à acheter des produits alimentaires qui ont subi des pesticides, des additifs chimiques dégradant des produits qui n'ont qu'une valeur purement illusoire due à la publicité, si vous résistez, si vous consommez des choses saines et utiles, vous résistez. Donc il y a 1000 façons de résister soi-même, et il faut résister aussi en gardant la conscience qu'on est tous liés dans la même aventure humaine et de ne pas se refermer sur notre ethnie, sur notre patrie seulement. Il faut aimer la patrie qu'on a, mais qui fait partie de l'ensemble humain. Oui. Vous avez parlé de cette façon de résister, la cordialité. Et pourtant, on voit le mécontentement des peuples qui déclenche des mouvements qu'on voit à Hong Kong, au Liban, en Catalogne, au Chili, une explosion de violence, voire manifestations pacifiques. Pourquoi les gens sont fâchés, Edgar Morin? Mais, écoutez, d'abord, depuis les années 80, il y a cette doctrine qui a d'abord été propagée par le président Reagan et Mme Thatcher du néolibéralisme économique, c'est-à-dire que tous les problèmes humains vont être résolus à travers la concurrence économique et le développement économique. Que plus les riches vont s'enrichir, plus leur richesse va ruisseler sur les autres. Or, bien que cette erreur ait été dénoncée dès cette époque par plusieurs, dont moi-même d'ailleurs, les peuples l'ont subi de plus en plus jusqu'au point de la révolte et de la manifestation, que ce soit au Chili, que ce soit en Équateur, que ce soit même en Bolivie, que ce soit en Catalogne, que ce soit au Liban, que ce soit dans d'autres pays, cette explosion populaire montre qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans le système qui s'est imposé dans le monde. Et alors, le drame, la tragédie, c'est que effectivement, il n'y a aucune structure pour les guider, pour les orienter vers une nouvelle voie, un nouveau chemin politique. Et ces manifestations vont malheureusement être réprimées, retombées, parce qu'il n'y a pas une voie qui montre un chemin de l'espérance. Voilà le problème. Alors, ce mécontentement est pacifique. Quand on commence à le réprimer, il devient violent, et vous avez un cycle infernal de la violence. Mais à mon avis, c'est un indicateur très précis qu'on est parti sur une très mauvaise voie, alors qu'il y avait d'autres voies possibles sur le plan économique, social et politique. C'est une phrase à vous, Edgar Morin. L'improbable s'est très souvent produit dans l'histoire. Et vous répétez aussi « attends-toi l'inattendu ». Pourtant, on a l'impression que l'histoire se répète. Ce n'est pas le cas aujourd'hui de l'ascension des populismes, l'extrême droite en France, en Allemagne, en Espagne. Vous qui avez vécu la tragédie provoquée par le national-socialisme, le nazisme, comprenez-vous l'avancée de l'extrême droite après des décennies où la gauche était au pouvoir? Alors, ce qui se passe, tout d'abord, ce n'est pas une répétition à l'identique. Il y a beaucoup de choses semblables, mais des choses très différentes. Ce qui est semblable à ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, les années 30 à 40, tout d'abord, c'est une énorme crise économique qui a eu lieu, et qui a eu lieu ici, maintenant en 2008, et dont nous sommes toujours les conséquences. Quels sont les effets d'une crise économique? C'est de créer à la fois des phénomènes régressifs ou d'angoisse et réactionnaires, et parfois une imagination pour trouver la solution. Par exemple, la solution régressive à l'époque, c'était l'Allemagne nazie. La solution bonne était le New Deal du président Roosevelt aux États-Unis. Bon. Et il y a eu une tentative de solution en France qui était le Front populaire qui a échoué. Et il y a eu en Espagne la guerre
qui a écrasé la République. Bon. Donc, si vous voulez, il y a des phénomènes semblables, parce qu'aujourd'hui, on vit une crise de la démocratie et une poussée, donc, de l'extrême droite. Mais la différence, c'est qu'à l'époque, c'est les partis, disons, du type stalinien comme naziste, étaient des partis totalitaires, centralisés, bien organisés. Or, aujourd'hui, ils n'en sont pas là. Ils ont beaucoup plus la nostalgie, ils sont menaçants. Nous voyons déjà des régimes très régressifs comme en Hongrie et en Pologne, mais ce n'est pas la même force énorme qu'était le nazi, parce que l'Allemagne nazie avait une doctrine qui était celle de la supériorité raciale de la race aryenne, qui devait dominer le monde esclave du reste de l'Europe, et notamment des peuples slaves. Or, aujourd'hui, même si vous avez l'extrême droite... Mais ce n'est pas dangereux non, d'avoir on n'en est pas encore là. Il y a effectivement ce danger un peu de régression des démocraties et de régimes néo-autoritaires. Vous avez, par exemple, le maintien en Chine d'un parti unique et lequel s'est combiné avec le capitalisme le plus déchaîné. Et donc, c'est un système qui a réussi à fonctionner parce que, grâce au parti unique, maintenant, ils ont pu contrôler tous les moyens informatiques pour contrôler la population. Le système totalitaire est détruit pour le moment en Europe. Ça, voilà la ressemblance. Alors, la différence, c'est que le danger ne vient pas d'une puissance hégémonique comme l'Allemagne. Vous avez actuellement les États-Unis, la Chine, l'Europe, mais vous n'avez pas aucune puissance vraiment. Et le danger, il vient, du péril sur la biosphère biologique, de la dégradation générale, de la multiplication des armes nucléaires, 3, d'une économie déréglée qui accroît l'inégalité dans le monde, il crée des petites zones de prospérité, mais il crée des misères avec des bidonvilles autour des grandes mégapoles d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie. Donc, vous avez aujourd'hui un autre type de danger qui menace l'humanité qu'à l'époque, disons, stalino-naziste. Donc, voilà les différences. Mais ce qu'il y a, c'est que la ressemblance, c'est qu'à l'époque, les politiques, comme beaucoup les peuples, ont été des somnambules qui marchons vers le massacre, vers la mort de la Deuxième Guerre mondiale, dans l'inconscience totale, au jour le jour. On le voyait, bien que les signes du danger se multiplient, on ne les voyait pas très bien, on continuait. Et aujourd'hui, on est des somnambules encore, on continue au jour le jour. Par exemple, on dit, le réchauffement climatique, il a fait très chaud l'été dernier. Oui, mais comme il fait froid maintenant, on oublie. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte. Mais moi, je crois quand même que, selon la parole du poète Olderdine, qui disait « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve », moi, je crois que plus le danger sera présent, plus il sera dans les consciences et plus il y aura peut-être un sursaut. Et comme je l'ai dit souvent, je crois que j'ai vu l'improbable arriver dans ma vie, j'ai vu l'inattendu arriver, je pense que l'improbable et l'inattendu peuvent arriver. Justement, votre conseil de terre-patrie, ce n'est pas du tout partagé par des hommes politiques comme Donald Trump, Jair Bolsonaro, Matteo Salvini. Qui gagnent? Eux ou la conscience globale, le besoin de sauver la planète? Mais le malheur, c'est que, au lieu que la situation constitue les ferments d'une conscience globale de la planète, au contraire, le danger fait que les gens se referment sur leur ethnie, sur leur nation, sur leur religion. Deuxièmement, le type de pensée qui domine, c'est une pensée purement formée sur le mode de la séparation des connaissances en petits morceaux. On est incapable de penser l'ensemble et les grands problèmes qui se posent. Moi, j'ai essayé, en effet, tout ce que je fais reste marginal. Moi, j'ai fait tentative pour développer une pensée complexe, mais ça ne s'est pas inscrit dans le système d'éducation officiel.
j'ai fait une tentative pour indiquer une nouvelle voie. Mais les politiques n'ont pas lu et n'ont pas écouté, ce sont uniquement des citoyens. Donc, si vous voulez, on est dans une époque où le message marginal, bien qu'il soit utile, ne réussit pas à se répandre. Mais c'est ce qui arrive toujours dans l'histoire. Quand, vous savez, quand le prince Sakyamuni, qu'on appelle le Bouddha, a fait son message, il n'a pas été écouté dans son pays, l'Inde. C'est en Chine que c'est un ou deux siècles après que son message s'est implanté. Quand Jésus a fait son message, il a fallu 4 siècles pour que au moins le monde romain devienne chrétien. Quand Karl Marx a fait son message à la fin du XIXe siècle, il a fallu 2-3 dizaines d'années pour qu'il y ait un puissant parti socialiste et communiste qui, pour le meilleur et pour le pire, fasse quelque chose. Donc, si vous voulez, tout message nouveau, difficilement à s'enraciner, mais s'il y a une constance et beaucoup d'efforts, à un moment bien où il peut avoir sa chance. Je voudrais vous demander aussi votre rapport avec le Portugal. Tout d'abord, vos origines. Votre famille vient des séfarades, les Juifs expulsés de la péninsule ibérique à la fin du XVe siècle. Vous sentez-vous juif quelque part? Écoutez, je me sens, j'ai une pluralité d'identités, incontestablement, dans lesquelles il y a mon identité française, il y a mon identité méditerranéenne, mon identité juive, mon identité de citoyen de la planète. Alors, c'est une part de mon identité. Maintenant, comme je l'ai souvent dit, je suis du peuple maudit, c'est-à-dire je suis l'héritier d'ascendants qui ont été persécutés, mais je ne suis pas du peuple élu, c'est-à-dire je ne crois pas qu'Israël a une mission particulière. Par exemple, par rapport à l'État d'Israël, je crois qu'il doit exister puisqu'il s'est formé, mais je crois qu'il faut respecter ceux qui étaient auparavant sur cette terre, qui sont les Palestiniens. D'ailleurs, des Juifs d'Israël même critiquent la politique officielle d'Israël. Moi, je me sens beaucoup plus proche de ceux qui ont dépassé le christianisme et le judaïsme, comme ça a été le cas de Spinoza, d'origine portugaise, mais qui était à Amsterdam. D'ailleurs, mes ancêtres, Naoum, qui ont été au Portugal, sont allés à Amsterdam aussi. Donc, de Spinoza, je me sens proche de Montaigne, parce que sa famille était famille maternelle de Juifs d'Espagne convertis, et peut-être probablement aussi sa famille haïtienne d'origine portugaise. Donc, eux, ils ont dépassé le judaïsme dans un esprit universaliste. Regardez, Montaigne, dès qu'il apprend que les Indiens d'Amérique sont persécutés, il prend leur défense, parce que comme il sait que ses antécédents ont été persécutés, il est contre toutes les persécutions. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'étais contre le colonialisme, contre les guerres coloniales, contre les oppressions, et comme ça. Moi, j'ai hérité cet universalisme, et je ne me suis pas refermé sur une identité juive ou israélienne. Mais je ne l'ai pas niée. Elle est partie de moi. Edgar Morin, comment vous avez vécu le 25 avril 1974? Écoutez, je l'ai vécu d'abord dans sa période d'euphorie. Donc, vous savez, toute révolution à l'état naissant est merveilleux. C'est un moment d'explosion de la liberté et de la fraternité. Moi, je l'ai vécu à la libération de Paris en 1944. Je l'ai vécu à la chute de Merlin. C'était magnifique. Mais après, j'ai vu la tendance à la dégénération de cette révolution, d'une tentative de prise de pouvoir à ce moment-là par des gens plus ou moins contrôlés par le Parti communiste. Et donc, j'ai fait d'ailleurs un article dans l'Observateur de l'époque pour dire, parce que c'était l'époque où il y avait l'affaire du journal Republica qui avait été obligé de s'arrêter, et beaucoup de gens disaient, mais le peuple a besoin d'abord de manger, beaucoup plus que de liberté. Et moi, je disais que quand on supprime la liberté, on ne donne pas à manger pour autant, et que la liberté est plus révolutionnaire. Et j'ai défendu à ce moment-là
il y avait Mario Soares et il y avait Otelo de Carvalho. J'ai défendu ceux qui défendaient à ce moment-là la liberté, qui empêchait la révolution de dégénérer. Donc ça a été un moment très fort pour moi, très émouvant, auquel j'ai participé directement et indirectement. Et vous étiez proche de Mario Soares? Oui, j'avais déjà rencontré Mario Soares en exil quand il était à Paris. Est-ce que vous avez un souvenir particulier J'en ai plusieurs, puisque je l'ai connu, il était venu chez moi à Paris, d'ailleurs avec Antonio Alçada Batista, qui à l'époque était dans l'opposition, faisait la revue Tempo Mode, et après je l'ai revu plusieurs fois. Il est venu, quand j'ai reçu une décoration pour mes fêtes de résistance, il est venu à Paris. Enfin, on avait un rapport très chaleureux. Vous avez traversé le XXe siècle. Qu'est-ce que vous regrettez le plus de ce siècle? Et aussi, qu'est-ce que vous appréciez le plus au XXe siècle? Vous savez, moi, par exemple, qui suis né à Paris, qui ai vécu mon enfance à Paris et qui ai vécu à Paris après la Libération, moi, j'ai apprécié le plus cette vie parisienne qui n'existe plus, qui était une vie de familiarité, de bon voisinage, de rapports cordiaux entre les gens, une ville ouverte, une ville qu'on aimait beaucoup, qu'on appelait Paname, où il y avait beaucoup de chansons qui chantaient Paris. Et ce Paris-là a commencé à se dégrader dans les années 80-90, devenir de plus en plus anonyme, de plus en plus agressif, de plus en plus pollué, de plus en plus humainement difficile à vivre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quitté Paris il y a 2 ans pour vivre dans une ville du Sud, à Montpellier. Donc, ce que je regrette, un type de vie où il y avait plus de solidarité, plus d'amitié, qui s'est dégradé dans des grandes métropoles comme Paris. Ça, c'est la chose que je regrette le plus. Voilà. Et pour le siècle XXI? Écoutez, ce siècle, il n'a que 20 ans. Il y a eu d'énormes espoirs qui sont venus après la chute de l'Union soviétique. Mais dès l'année suivante, vous avez la guerre de Yougoslavie, vous avez la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, vous avez des phénomènes de dislocation, et à la religion de salut terrestre qu'était le communisme succède le retour des religions traditionnelles qui prennent le terrain parce que on a besoin d'espoir et de consolation. Donc, si vous voulez, moi je vois ce début du XXe siècle maintenant marqué par des phénomènes de très grande régression morale, politique, intellectuelle, spirituelle, en même temps que des progrès incroyables dans les sciences, dans les techniques, avec la robotique, avec l'intelligence artificielle, etc. Mais ces progrès eux-mêmes sont ambivalents, ça dépend de l'usage qu'on en fera. Donc, si vous voulez, moi je vis maintenant dans l'incertitude du futur, avec l'angoisse que des phénomènes encore plus régressifs arriveront, mais sans avoir aucune certitude, et je vis ça avec beaucoup d'attention et d'intensité. Juste pour terminer, vous êtes né le 8 juillet 1921 et vous avez plus d'une centaine d'ouvrages. Beaucoup de lectures. Je vous demande quel livre vous reste encore à lire, Edgar Morin? À lire énormément de livres, parce que je vois qu'il y a des sortes de livres en traduction de différentes langues que j'ai envie de lire. Non, ce qu'il y a, c'est que j'aime relire. J'ai relu avec beaucoup d'intensité La guerre et la paix de Tolstoï, pour la 3e ou 4e fois, mais je vis tout ça et je regrette toujours la mort du prince André. Et puis j'ai relu aussi un livre que je n'avais pas vu depuis ma jeunesse, mais que je trouve extraordinaire,
c'est Les Misérables de Victor Hugo. Voilà. Sinon, ce qui m'a beaucoup frappé dans mes dernières lectures, c'était le roman de Alexeyeva, celle qui a écrit La fin de l'homme rouge, Les femmes russes dans la guerre. Moi, j'apprécie beaucoup la littérature russe, que ce soit celle du siècle XIXe et même celle du XXe siècle avec Vassili Grossman, avec Solzhenitsyn, même Prilepine qui a fait un très beau livre sur l'archipel des Golovny. Donc, si vous voulez, moi, j'aime beaucoup la littérature qui vient de ce côté-là. Je lis aussi des traductions de livres espagnols. Malheureusement, je n'ai pas lu de portugais. De ma jeunesse, j'avais lu les Lusíadas, mais je connais peu la littérature portugaise. Merci beaucoup, Edgar Morin, de cette interview et bon courage. Ben oui, on va faire ce qu'on peut. Voilà.